En conclusion du projet, quelle est l'exactitude de la fréquence de la référence 10 MHz? Bien, je vous montre les résultats de mes mesures et j'en profite aussi pour parcourir le code source. Bidouilleurs, bidouilleuses, salut! Vous visionnez présentement la 6e et dernière vidéo de cette série de la création d'un système de référence d'étalons 10 MHz piloté par GPS. Dans la 5e vidéo, la numéro 529, j'ai décrit en détail l'interface usagée et aussi le contenu de l'affichage LCD. Aujourd'hui, je vais démontrer la performance en justesse et en stabilité à moyen terme de la fréquence de sortie du système. Je vais aussi, puisque c'est requis, parcourir avec vous le code source de façon quand même relativement succincte. La vidéo d'aujourd'hui fait partie d'une série et je vous recommande de visionner les autres vidéos de la série avant celle-ci. J'inclus un lien vers la série de vidéos dans la description ci-dessous. Alors, pour pouvoir garantir la performance de fréquence du système, je me dois d'abord de vous décrire la technique de mesure que j'ai utilisée pour vérifier une justesse aussi bonne que 1 × 10 à la moins 11. Bien sûr, il faut posséder une référence meilleure que celle que l'on tente de mesurer. Et l'origine de cette meilleure référence va peut-être vous surprendre. Alors, allons-y sans plus tarder, étude de performance. Alors, pour faire la mesure de justesse de la fréquence, il faut nécessairement se comparer à une autre fréquence. Donc, une fréquence de référence qui est meilleure que la fréquence qu'on veut mesurer. Alors, ce que je vais utiliser comme technique, c'est la somme des deux signaux. Donc, quels seront les deux signaux? Bien, ici, je vous illustre un exemple. J'utilise bien sûr un générateur de fonctions, mais imaginez-vous que le signal en vert, c'est notre super référence qui va nous servir à mesurer notre référence 10 MHz, qui elle est en jaune. Alors, en utilisant la technique de somme entre les deux signaux, je vais obtenir la résultante suivante. Voilà, j'ai configuré l'oscilloscope pour nous afficher la somme des deux signaux. Alors, en effet, ici, le signal, si vous regardez ce point-ci et vous regardez la courbe ici, lorsque le signal en jaune atteint ici le maximum de l'autre, on obtient le maximum de la somme des deux. Alors, c'est à quelque part ici, mais l'idée, c'est de vous illustrer vraiment la technique, c'est-à-dire analyser la somme entre deux signaux. Donc, ma super référence et ma référence 10 MHz que je veux évaluer. Alors, voici comment je vais m'y prendre. Voici le montage que je vais utiliser. Alors, voici comment je vais mesurer la différence des deux signaux. D'abord, comme super référence, je vais utiliser le signal, la porteuse de CHU Canada, qui est une station qui diffuse le signal horaire ici au Canada. Et cette station, elle émet sur onde courte à 14 670 kHz en AM. Cette station est distante de mon labo de moins de 15 km, ce qui confère au signal reçu, donc à la porteuse, une stabilité très grande, puisque, étant très proche, c'est une onde de sol, et donc il n'y aura pas de variation due à la propagation des ondes, jour-nuit, et variation de phase, et ainsi de suite. Donc c'est le gros avantage, et c'est une pure chance de ma part. Je suis très près de CHU Canada, et cette station, sa porteuse, ainsi que les tonalités audio que vous entendez, sont pilotées par une horloge atomique de Fontaine au césium, qui, bien sûr, est maintenue par le Conseil national de recherche du Canada. J'ai contacté un des ingénieurs responsables de la station et il m'a confirmé que la justesse de la porteuse, donc la fréquence 14670 kHz, sa justesse est meilleure que 5 × 10 à la moins 12 en tout temps, et il le vérifie. Je peux donc me servir de la porteuse comme signal de référence qui va être bien meilleur que ma référence au GPS. Alors, je reçois le signal, et maintenant, pour l'autre signal qui va servir à faire la somme, je vais utiliser ma référence par GPS 10 MHz, et je vais piloter un générateur de signal, le HP3336C, et donc j'aurai syntonisé bien sûr sa fréquence de sortie à
14670, bien sûr la même fréquence que la porteuse, et j'aurai aussi ajusté son amplitude pour avoir une amplitude comparable au signal reçu. De sorte que j'aurai une belle somme des deux signaux ici qui vont apparaître dans un récepteur. Celui-ci, c'est un récepteur un peu spécialisé. J'aurais pu très bien utiliser un récepteur onde courte ordinaire et retirer la force du signal sur le S-mètre. Mais j'utilise plutôt cet instrument de mesure qui est le HP 3586B, qui est très stable. Bien sûr, lui aussi est syntonisé à 14,670. Mais je peux faire avec cet appareil une lecture du signal reçu par port GPIB vers un ordi. Et donc, je suis capable de faire cette mesure de la somme des deux en fonction du temps. Et là, après ça, on peut aller rouler un petit programme. Je me suis créé un programme Python qui fait des lectures de la force de signal à répétition. Et la ligne rouge que vous voyez sur la courbe ici, c'est une série de lectures de force de signal. Et donc, ce que je fais, c'est que j'accumule ces lectures et j'analyse, si vous voulez, la courbe. En fait, ce que j'accomplis, c'est la mesure du temps entre deux minima ici. Et sachant bien sûr la fréquence et le temps que ça a pris pour avoir deux minima, on peut déduire la fréquence du signal. Et donc, j'exprime le résultat par rapport à la station CHU. Là, vous voyez quand le graphique clignote, à chaque fois j'ai un nouveau point qui est ajouté. Alors, pour vous donner un exemple ici, je suis rendu à plus de 60 000 points. Donc, on sait qu'à 86 400, c'est une journée. Donc, j'accumule les résultats. Je vais vous montrer la courbe finale pour digérer tout ça. Regardons d'entrée de jeu la situation la plus stable des deux, donc la plus haute qualité au niveau de la performance, soit celle avec le Morion MV89A qui est notre OCXO, je vous dirais, de classe supérieure. Alors, j'utilise le mode proportionnel uniquement pour le FLL, donc compensation proportionnelle. J'ai le DAC de 16 bits d'installer sur la plaquette. Je fais 360 échantillons par cycle de mesure, donc 1 heure pour chaque point essentiellement. Et bon, j'aurais fait une étude de 28 heures. Alors, voici le résultat. Ici, on s'adonne à avoir, lorsque j'ai démarré le test, au temps zéro, ceci étant des secondes, j'ai eu un plateau de plusieurs heures sans pouvoir faire de mesures valables. C'est donc dire que, vous vous rappelez l'exemple de l'oscilloscope, c'est donc dire que les deux ondes étaient totalement stabilisées l'une par rapport à l'autre. Donc, on était dans un mode extrêmement exact par rapport à l'heure du GPS. Donc, super bonne exactitude du système. Éventuellement, bon, il y a eu probablement un ajustement du DAC ici, ce qui a fait qu'il y a eu un déplacement et j'ai frappé un creux et regardez, on était dans les 10 à la moins 12. Et je vous souligne que ce n'était pas le début du plateau ici, là. Ça devait continuer, ça. Alors, c'était très, très stable. Mais ça, c'est pas typique ce qu'on s'attend. Alors, ce qu'on s'attend de voir, c'est ce genre de performance où on aura dans les bas 10 à la moins 11. Donc, 1,4 fois 10 à la moins 11, 1,76 fois 10 à la moins 11, 1,4 fois 10 à la moins 11, 1,2, 1, 1,2, vous voyez là, alors ça c'est, on a même eu ici un 8,9 fois 10 à la moins 11, on a eu des plateaux ici qui se sont maintenus. Alors, naturellement, lorsque les plateaux sont très très longs, il peut y avoir eu des changements de DAC et la mesure vaut ce qu'elle vaut dans le sens où quand c'est trop long, c'est peut-être pas une bonne indication. Il y a peut-être eu des lectures moins bonnes durant ce plateau, mais comme il y a eu des ajustements, ça a maintenu les deux signaux sinus sans qu'ils ne se croisent. Mais quand même, quand vous voyez quelque chose comme ceci, bien arrondi, vous savez que c'est assez représentatif. Et vous allez voir avec l'autre OCXO, là, ça va être très représentatif. Donc, ce qu'on voit là sur, j'ai dit quoi, 28 heures, on voit qu'on définitivement, on reste dans les bas 1 fois 10 à la moins 11 avec ce genre d'arrangement. Et regardez maintenant les ajustements qui ont eu lieu durant ces 28 heures avec toujours le MV89. Et donc, vous vous rappelez qu'il y avait un long plateau au départ. Bien, c'est bien ce qu'on a vu. Il n'y avait aucun ajustement de DAC de fait sur
sur au moins 8 heures. Par la suite, il a commencé à y avoir des ajustements, mais comme vous le notez, c'est vraiment là, des ajustements, on pourrait dire, qui tournent autour du pot, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grande déviation, un petit ajustement positif, un petit ajustement négatif, un petit ajustement positif, pas d'ajustement, un petit ajustement négatif. Et on parle de l'ordre ici là, de 0,3, je me rappelle bien, 0,2, 0,3 millihertz. Donc, on est vraiment dans les petits ajustements. Et ça, on constate que c'est le saut minimum qui peut être fait avec 360 échantillons par cycle. C'est le genre de résolution qu'on peut obtenir. Alors, la distribution des points rapprochés s'explique comment? D'abord, un DAC de 16 bits qui nous permet de faire des ajustements plus fins. Un OCXO qui est considéré comme stable. Regardez la ligne bleue, la mince ligne bleue. Ça, c'est la ligne moyenne de tous ces points. Alors, vous voyez, elle est au 0. C'est donc dire que l'OCXO est très stabilisé présentement. Un petit ajustement au-dessus, mais le coup d'après, on ramène ça en bas. Donc, vraiment, là, ici, il n'y a pas de dérive de l'OCXO. C'est ce qu'on peut dire. Alors, presque nul sur les 28 heures. Le nombre d'échantillons par cycle à 360 aussi fait que ça nous donne une résolution assez fine, mais on pourrait se questionner, est-ce qu'on pourrait, dans un cas comme celui-ci, augmenter le nombre d'échantillons par cycle à peut-être 720 au lieu de 360, donc échantillonner pendant 2 heures, ce qui nous permettrait de faire des ajustements plus fins, encore plus fins, et donc peut-être aller chercher une meilleure performance. À voir, à essayer. C'est pour vous montrer qu'avec un système très stable, on peut atteindre des performances qui sont très bonnes dans le contexte du bidouilleur, là, dans les bas 10 à la moins 11. Maintenant, regardons l'OCXO Isotemp. Oui, l'Isotemp OCXO 131-100 à environ 20-25 $. Donc, c'est un système très acceptable pour le bidouilleur, on s'entend, mais pas tout à fait aussi performant qu'avec le Morion MV89A. Encore une fois, FLL proportionnel. Ceci dit, j'avais fait ces mesures avec le DAC de 14 bits et non pas le DAC de 16 bits, et on va voir le résultat que ça va donner. Et je prenais 300 échantillons plutôt que 360. Alors ça a été fait plus tôt dans mon développement. Donc c'est pour ça que j'avais le DAC de 14 bits plutôt que le 16 bits. Mais quand même une période de 28 heures. Et là, ce qu'on a, on voyait la ligne bleue là, que je vous disais. Ici, on a un OCXO qui, au départ, est vraiment à la dérive. Il n'est pas stabilisé. Par contre, on voit que la ligne tend vers le 0, donc tend à atteindre une dérive beaucoup moindre, donc probablement plus stabilisée. Et ça, c'est dû au fait que les points sont de plus en plus de part et d'autre de la courbe. Remarquez qu'il y avait encore plus de points ici qu'ici, mais si j'avais continué la mesure très longtemps, probablement que cette ligne aurait été beaucoup plus proche que le 0. Peut-être avec une petite dérive résiduelle, mais ça, c'est bien sûr le rôle du FLL de compenser pour cette dérive sur le long terme. Alors oui, beaucoup de points, beaucoup plus écartés dans les mesures. Pourquoi? Entre autres parce qu'on a un DAC de 14 bits, donc on n'a pas la même résolution fine pour faire des ajustements. Et en plus, le DAC ici devait se battre avec la dérive, donc toujours des écarts positifs la plupart du temps. Le nombre d'échantillons par cycle à 300 est un peu faible pour aller chercher toute la résolution qu'on désire. Et c'est ce qui fait aussi qu'on pourrait se retrouver avec des sauts un peu plus grands que désirés. Donc, on voit quand même une dispersion beaucoup plus grande, ce qui est une indication d'un OCXO moins stable, d'un système moins stable, ou en tout cas d'un système où la résolution n'est pas tout à fait assez fine. On pourrait aller chercher beaucoup mieux, par exemple avec un DAC de 16 bits et un meilleur OCXO. Ceci dit, ça dépend de la performance que vous voulez obtenir. Et regardons justement la courbe résultante là, de l'exactitude de la fréquence. On voit tout de suite qu'on n'est pas dans les mêmes eaux qu'avec l'OCXO Morion. Alors, les chiffres qu'on voit, c'est du 1,4 fois 10 à la moins 10, 1,8 fois 10 à la moins 10, 9,9 fois 10 à la moins 11, 1,2 fois 10 à la moins 10, 4 fois 10 à la moins 11. Voyez-vous, alors, on se tient dans les hauts 10 à la moins 11 et les bas 10 à la moins 10. Et voyez-vous, ça continue. Ah, ici, on a eu un plateau qui était très long,
on voit qu'il y a eu probablement des changements de direction dans la dérive d'un signal par rapport à l'autre. Pensez à l'oscilloscope. Et donc, ça nous a donné artificiellement probablement une mesure ici qui est trop longue. Mais vraiment, ça, c'est beaucoup plus indicatif quand vous voyez les chiffres, là. Donc, définitivement, moins performant que le système Morion. Par contre, bien acceptable pour bien des bidouilleurs, dépendamment de ce que vous cherchez comme stabilité. Alors, il y a des périodes comme ici, là, on voit, où les lignes sont beaucoup plus larges, les points sont beaucoup plus distancés. On voit qu'il y a une espèce de dérive non contrôlée, particulièrement ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une perturbation de la propagation du signal de CHU? C'est très possible. Mais on voit là qu'il y a tellement eu de mesures parce qu'il y a eu des zigzags, des allers-retours, et le système, lui, à chaque fois qu'il y a une cassure dans la courbe, ben, il fait de mesures. Donc, vous voyez le nombre de mesures ici artificiellement élevé. Alors, cette partie-ci, moi, je ne ferai jamais une analyse en regardant cette partie-ci. Par contre, lorsqu'on regarde, là, ça se restabilise par la suite. Il y en a même des périodes qui sont quand même assez bonnes. Alors, voilà. Différence de performance, oui, absolument. Tout est une question de coût, bien sûr, et de désir quant à la performance. Parlons maintenant de la boucle de compensation du système. Ce qu'on entend là, par boucle PID, là, PI. Alors, loin de moi l'idée de vous faire une présentation sur les boucles de contrôle, d'asservissement. Souvent, on va voir des bonnes explications, vous allez en trouver sur le web, assez simplifiées et faciles à comprendre pour tout ce qui touche le contrôle de température. Alors ici, moi, c'est une adaptation d'une boucle pour contrôle de fréquence. Alors, dans notre contexte ici, ce que vous verrez comme étant l'écart, c'est l'écart mesuré en Hertz à la fin du cycle par rapport à la fréquence nominale de 10 MHz. Ça se trouve être ce qu'on insère, ce qu'on entre dans le système. Et en sortie de notre calcul, ce sera le calcul en Hertz servant à calculer l'ajustement du DAC, donc le fameux delta DAC. Ça, c'est la sortie de notre contrôle. Alors, la façon la plus simple de faire fonctionner notre boucle d'asservissement ici, donc d'ajustement de fréquence, c'est d'utiliser une boucle proportionnelle. Le P, c'est pour proportionnel. Alors, essentiellement, on mesure un écart de fréquence par rapport à la valeur nominale de 10 MHz et on prend exactement cet écart et on s'en sert pour compenser dans l'autre sens, donc de façon proportionnelle pour ramener ça à zéro. Dans le cas où on aurait un coefficient d'ajustement ici, Kp égale 1, bien, ça sera, par exemple, si on a mesuré un écart de 1 mHz, bien, on fera une compensation de moins 1 mHz. Dans le cas où le coefficient ici de compensation Kp égale 1. Si le coefficient est plus faible que 1, bien, ça sera une influence, donc une compensation qui sera moindre en fonction du coefficient Kp. Alors, la façon la plus simple de faire fonctionner le système, ce serait mettre Kp égale 1 et de simplement faire des ajustements. Et c'est ce que vous avez vu dans les exemples que j'ai montrés précédemment. J'étais en proportionnel uniquement avec Kp égale 1. Donc ça, c'est facile à comprendre. On mesure un écart et on compense cet écart, sans autre considération. On peut aussi, si on le désire, je l'ai implémenté, faire une partie intégrale dans la boucle d'asservissement. Donc, influence proportionnelle et influence intégrale. Alors, qu'est-ce que c'est l'effet de l'intégrale ici? L'effet de l'intégrale servirait à compenser pour une tendance qui est répétitive et constante. Par exemple, notre oscillateur est toujours trop haut en fréquence, même si on fait des compensations, il glisse et il est toujours trop haut en fréquence. Donc, ça serait un effet qui pourrait être désiré, l'effet intégral. Alors, comment est-ce que ça fonctionne, cet effet? On fait une accumulation des écarts. Donc, on fait la somme des écarts passés. On peut décider combien d'écarts on prend. Moi, dans mon code source, j'ai mis 10 écarts. Alors, en faisant l'accumulation des écarts sur une durée de temps donnée, ici c'est sur 10 cycles, bien, on aura un effet qu'on peut ajouter à la compensation proportionnelle avec son propre coefficient de compensation, celui-ci, I pour intégrale bien sûr. Coefficient proportionnel, coefficient intégral, et donc le poids de notre partie proportionnelle, on peut l'ajuster avec le coefficient,
c'est la somme des deux. Et le poids de notre compensation intégrale, on peut l'ajuster avec le coefficient. Et donc, ça nous donnera en sortie l'impact qu'on veut avoir sur notre DAC. Alors ça ici, c'est un choix. Si vous voulez vous amuser, vous pouvez utiliser la partie intégrale. Ceci dit, sur un OCXO qui est très stable, je ne vois pas en quoi cette partie pourrait être très utile. Mais quand même, je l'ai implémenté dans le code. Si vous voulez vous amuser, vous pouvez l'essayer. Sinon, fonctionnez seulement en proportionnel, comme je vous ai dit. Vous mettrez alors le coefficient KI à 0. Donc, KP 1, KI 0, vous aurez une compensation purement proportionnelle. Par défaut, je crois que le code source fonctionne de la sorte. Bon, il y a la partie D, qui est la partie différentielle dans une boucle de compensation d'asservissement PID. Cette partie sert, la partie différentielle sert à détecter et annuler un saut soudain qui pourrait se produire. Par exemple, une erreur dans le système ou, dans le cas de la température, quelqu'un qui soudainement ouvre la porte et la referme et la sonde de température est exposée à un froid soudain, mais finalement, le froid ne s'installe pas vraiment dans la pièce. Donc, ça serait la partie de la composante différentielle qu'on n'utilisera pas. Moi, j'ai décidé de ne pas l'implémenter. Pourquoi? Parce que j'ai plutôt implémenté, dû à mes expériences passées avec mon système précédent, j'ai plutôt implémenté un système de rejet d'échantillons. Lorsqu'il y a un échantillon qui est tout à fait à côté de la plaque, qui n'a rien à voir, on voit qu'il est trop écarté par rapport à tous les autres échantillons, je le rejette. Donc, c'est une forme d'équivalence d'action de la partie différentielle qui, elle, aurait été assez compliquée à implémenter. Ça aurait été un autre facteur additionné ici sur notre équation pour l'effet sur la sortie, avec un autre coefficient, bien sûr. Donc, j'ai décidé de ne pas implémenter cette partie. Si vous voulez le faire, amusez-vous, c'est la beauté, vous pouvez jouer dans le code source. Maintenant, au niveau des conditions que je préconise, je vous recommande d'avoir les deux coefficients KP et KI, la somme des deux égale 1. À ce moment-là, la boucle sera compensée de façon raisonnable, ou en tout cas de façon assez proportionnelle. Et je m'explique. Si vous avez la somme des deux coefficients qui est plus petite que 1, on sera sous-compensé. C'est donc, il pourrait nécessiter plus d'un ajustement de DAC pour viser la fréquence nominale. Donc, la courbe sera un ajustement plus lent, peut-être qu'on l'aurait souhaité. Ça peut être souhaitable, remarquez, pour éviter une surcompensation, où là, vraiment, on surcompense. On va trop loin en compensation de fréquence. Dans le cas où les deux coefficients seraient plus grands que 1, la somme des deux, bien, on surcompense. Moi, je ne vous le recommande pas parce que ça va créer une oscillation de la compensation. Autrement dit, on va aller un petit peu trop loin à chaque fois sur la compensation, ce qui risque de nous créer une oscillation au-dessus et en dessous de la fréquence nominale. En tout cas, vous pouvez vous amuser, essayer des choses. Je vous donne mes recommandations. Alors, si vous êtes débutant, vous ne voulez pas trop vous casser la tête, laissez KP égale 1, KI égale 0. À ce moment-là, ça nous donne quand même cette situation ici. Et bien, on sera tout justement compensé de façon purement proportionnelle. Alors, qu'en est-il du logiciel embarqué, soit le firmware, Arduino, hein, c'est du C, très similaire au C++. Alors, qu'en est-il de sa structure? Eh bien, je vous montre ici un peu comment le code source est découpé. Donc, on a, comme toujours, une section Setup qui est exécutée une seule fois. On a une section Loop qui boucle perpétuellement. Et on a d'autres choses qu'on peut créer, comme ici, un exemple, c'est l'interruption. Une routine, donc une fonction d'interruption qui est appelée sur le front montant du signal PPS. Donc, à chaque seconde, cette fonction sera appelée par une interruption. Donc, une interruption, c'est vraiment lorsqu'il y a un événement, ça appelle une fonction. Et cette routine d'interruption fera la lecture du compteur TIM et à toutes les 10 secondes, par exemple, si on a 10 secondes par échantillon, bien donc à toutes les 10 secondes, fera le calcul du compte courant et c'est ce qu'on voit apparaître, une mise à jour à toutes les 10 secondes. Alors ça, c'est fait par la routine d'interruption qui est appelée à chaque
front montant du signal PPS. Et donc, n'importe quoi qui se produit est interrompu et la routine d'interruption est exécutée. Et par la suite, lorsque la routine d'interruption est complétée, le logiciel retourne son exécution à l'endroit où il était rendu. Du côté Setup, bien, qu'est-ce qu'on va faire dans cette partie du code qu'on exécute une seule fois? On va évidemment faire des choses comme l'initialisation des ports entrée-sortie, le chargement des paramètres à partir de la mémoire flash, l'initialisation du compteur TIM2 pour qu'il fonctionne et le démarrage du compteur. On va aussi faire l'envoi des messages de bienvenue sur la console, donc par le port USB, et sur l'affichage LCD. Bon, alors ça, c'est exécuté une seule fois au départ. Par la suite, on pénètre dans la boucle qui va rouler de façon perpétuelle. Et dans cette boucle-là, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va d'abord vérifier s'il y a eu un échantillon qui a été reçu. Bon, donc, à toutes les 10 secondes, c'est la routine d'interruption qui va aviser avec un petit drapeau, dire oui, il y a un échantillon qui est prêt. Et lorsqu'on va passer dans la boucle ici, est-ce qu'il y a un échantillon qui a été reçu, qui est prêt? Si oui, on va faire les calculs nécessaires d'écart de fréquence et on va afficher les résultats à l'écran, donc sur la console et sur l'affichage LCD, mais ce sont les résultats intérimaires. On va aussi vérifier si effectivement on est rendu à la fin du cycle. Si on est à la fin du cycle, bien, les calculs vont nous avoir servi ici à ensuite calculer la compensation du DAC pour ramener ça le plus possible à la fréquence nominale. Et lorsque la correction sera faite par le DAC, on va lancer un nouveau cycle d'échantillonnage. Et ça, donc ça, c'est la section lorsqu'il y a un échantillon de reçu. S'il n'y a pas d'échantillon de reçu, bien, il y a d'autres choses qu'on doit faire dans la boucle et ça va tourner tout le temps. Bien sûr, c'est est-ce qu'il y a eu un signal PPS qui a été reçu? Indépendamment si l'échantillon est prêt ou pas. Donc, à toutes les secondes, à chaque PPS, on va faire la gestion de l'affichage. Donc, on va afficher la date et l'heure. On va afficher le petit P sur l'affichage LCD. Et on va faire clignoter la LED si vous avez une LED frontale sur l'appareil. Alors, ça, c'est fait à toutes les secondes. Et il y a d'autres tâches. S'il n'y a pas de PPS, s'il n'y a pas d'échantillon, il reste quand même d'autres choses à faire. Comme par exemple, la gestion des délais d'extinction de la LED, du fameux petit P inscrit à l'affichage LCD. On va faire la gestion des alarmes. On va faire la réception des messages GPS, donc l'heure, la date et l'état du GPS. On va aussi faire la gestion, donc réception et exécution des commandes reçues à partir du port UART, donc les commandes pour configurer le système. Alors tout ça, ça se fait lorsqu'il n'y a pas de PPS qui a été reçu. Alors voilà, ça tourne toujours en rond comme je vous l'ai mentionné. Ça, c'est vraiment, je vous montre ici, l'essentiel. Mais il y a un paquet d'autres choses qui sont faites, qui sont vraiment secondaires et tertiaires. J'ai d'autres fonctions, il n'y a pas juste une fonction d'interruption. Les tâches qui sont exécutées souvent, bon, on va en créer une fonction qu'on va appeler à plusieurs endroits dans le code. Alors vous allez voir, je vais vous montrer le code source très rapidement. C'est ennuyant de regarder du code source, je suis pleinement conscient. Et en plus, rappelez-vous, je ne suis pas un programmeur professionnel. Je suis un amateur qui fait du bidouillage. Alors, si vous me passez des commentaires comme quoi mon code source n'est pas bon, ça a l'air du débutant, eh bien oui, vous avez raison. Moi, ma spécialisation, c'est le matériel, pas le logiciel. Mais j'espère que ça pourra quand même donner une bonne indication de comment le tout est exécuté. Alors, allons voir le code source, mais très rapidement, c'est promis. Alors, allons-y. Le code source total a presque 1100 lignes de code, donc plus de 1000 lignes de code. Bien sûr, une bonne proportion de ces 1000 lignes sont dédiées à tout ce qui touche l'affichage, les commandes reçues, le traitement des commandes, et au final, bien peu sert au FLL lui-même. Mais quand même, c'est définitivement dans les gros projets que j'ai faits en C. Alors, la seule différence avec ce qu'on a vu dans le passé, c'est cette fonction-ci qui s'appelle Flash Storage STM32. Ici, essentiellement, ça nous permet de sauvegarder des choses, donc des valeurs en mémoire programme, comme si c'était de la mémoire flash EEPROM pour des données. On se sert de l'espace de mémoire programme pour sauvegarder des données, pour qu'elles soient permanentes, bien sûr, lors de l'allumage.
Alors, quoi d'autre à mentionner? Il y a un interrupteur au niveau du compilateur, donc c'est une option. Si on veut utiliser un black pill, STM32 black pill, ben, on laisse cette ligne. Si c'est un blue pill, on doit commenter cette ligne. Par exemple, comme ceci, il ne faut pas que cette ligne soit présente, de sorte qu'il y a quelques instructions qui ne sont pas considérées dans le code un petit peu plus bas. Alors sinon, quoi dire? Mon Dieu, une tonne d'équivalents qui vont être remplacés dans le code, un peu comme des constantes si vous voulez. J'en ai créé toute une série, bien sûr. Et bien sûr, création de variables. Ça, il y en a beaucoup qui servent un petit peu partout dans le code. Alors, on n'est même pas commencé encore, on est encore dans les définitions. Alors, j'ai regroupé ici tout ce qui est variable et définition pour le compilateur, aux alarmes du système et aux variables par défaut. Ce sont les valeurs par défaut que j'ai associées, mais la grande majorité de ces variables, on peut les reconfigurer avec l'interface, comme le nombre de PPS par échantillon, le nombre de bits du DAC, la durée des cycles courts, moyens, longs, ainsi de suite. Ça, c'est les valeurs par défaut, mais bien sûr, on peut les changer plus tard. Et c'est ce qui est conservé dans la mémoire flash. Il y a bien sûr ces valeurs ici constantes qui vont nous servir pour calculer la réponse de l'OCXO, ce petit exercice qu'on fait bien sûr avant d'utiliser le système. Je l'ai déjà mentionné, il faut caractériser notre OCXO. Et d'ailleurs, ce petit exercice, je l'ai inclus dans un manuel d'usager qui est disponible dans le fichier zip sur le site web. Alors, comment trouver ces valeurs? C'est un petit exercice à faire. Vous pouvez aller voir le manuel de l'usager. Bon, alors là, on tombe des fonctions, bien sûr, là, des fonctions qui me permettent de faire un peu de massage, qui ajoutent des zéros en avant d'une valeur integer, donc une valeur entière, pour garantir que la largeur de la donnée soit toujours constante à l'écran. Des petites fonctions que j'ai créées. Voici la fonction d'interruption que vous voyez ici, la fonction interrupt TIM2 PPS. C'est celle-ci qui est exécutée à chaque fois qu'il y a un front montant sur le PPS, et donc lecture du compteur, TIM2 et ainsi de suite. J'ai aussi créé une petite fonction qui permet de redémarrer un nouveau cycle d'acquisition lorsque nécessaire. Tiens, pourquoi pas une fonction ici qui envoie la valeur du DAC, au DAC 80501 ou 70501. Ensuite, quoi d'autre, mon Dieu? Récupération des données à partir de la mémoire flash lors du démarrage du système. Vous les voyez ici, les différentes variables qui sont préservées. Et sinon, écriture. Lorsqu'on fait un changement de variable, toutes les données sont réécrites dans la mémoire flash. Alors sinon, on a aussi une fonction d'affichage des résultats à la console, qu'on soit en mode verbose, donc très détaillé. Alors tout est ici. Si c'est la fin du cycle, en plus, on ajoute des informations additionnelles. Donc, la compensation du DAC qui va être faite, et ainsi de suite. Maintenant, si on est en mode succinct, donc pas en mode verbose, eh bien là, on affiche l'heure, la date, les alarmes et les données sur une seule ligne. Tout ça est affiché sur une seule ligne. Donc, c'est le mode succinct. Alors sinon, il y a toute la partie affichage LCD. Je vous passe les détails. On utilise bien sûr la librairie qui utilise le PCF 8574 pour piloter un LCD. Alors ça, c'est tous les affichages qui sont faits ici. Une autre fonction pour faire un reset, donc réinitialiser le code à partir de 0. Alors c'est cette commande-ci. Et on tombe après ça dans la fonction setup, qui est la fonction d'initialisation style Arduino, donc qui est exécutée une seule fois. Donc configuration des ports, des broches, ensuite initialisation du DAC, et on récupère les paramètres de la mémoire, flash, et ainsi de suite, ce qui est exécuté juste une fois. On configure le DAC. Le TIM2 aussi, on l'initialise, donc le compteur. Ici, j'avais décidé de faire des initialisations, un registre à la fois, le registre du TIM2, et c'est ce que vous voyez ici. Et bon, j'attache l'interruption. Cette commande, essentiellement, lie le TIM2, donc son entrée PPS, à la fonction d'interruption que j'ai créée, que vous avez vu plus haut. Alors, sinon, on affiche les messages de départ et ainsi de suite. Alors voilà, ça c'est la partie initialisation. Finalement, on tombe dans la partie boucle qui, elle, tourne en rond, comme vous le savez. Est-ce qu'il y a un échantillon de près? Oui. On exécute
évidemment les calculs d'écart, on les affiche à l'écran et ainsi de suite. Alors ça, c'est la partie à chaque fois. Et si c'est une fin de cycle, bien, on va un petit peu plus loin. On va bien sûr calculer le résultat final et on va faire la compensation du DAC. Et bien sûr aussi, lorsque c'est la fin du cycle, bien, pour calculer cette valeur du DAC, bien, on calcule le décalage en Hertz en fonction, vous vous rappelez, l'index proportionnel multiplié par le décalage moyen. Et aussi, si c'est un cycle long, on peut faire la partie intégrale, donc l'index multiplié par la moyenne des moyennes du décalage, dans le cas où c'est un cycle long. Donc, c'est ici que se fait l'addition proportionnelle et intégrale. Vous l'avez, la ligne que vous avez vue dans ma présentation précédemment. Et donc, on continue comme ça, on calcule combien de sauts de DAC on doit faire pour faire la correction. Et on peut faire aussi, par la suite, de la gestion d'alarme. C'est ce qu'on fait ici. Si le DAC a atteint sa valeur limite, entre autres, c'est une des valeurs des alarmes qu'on vérifie ici. Bon, alors ici, c'est effectivement ici que la valeur de DAC est envoyée. Donc, on appelle la fonction avec la nouvelle valeur de DAC. Bon, maintenant, si l'échantillon a été rejeté parce qu'il est trop écarté, ben, on lève l'alarme et c'est tout. On ne tiendra pas compte de cet échantillon-là. Bon, alors si c'est la fin d'un cycle, aussi, ben, on va décider si on reste en cycle court ou si on passe en cycle moyen ou si on passe en cycle long ou si on passe d'un long à moyen, ou vous voyez le genre. Alors, le type de cycle suivant se décide ici à la fin du cycle courant. Et on affiche aussi, bien sûr, à l'affichage LCD, les résultats. Bon, alors ça continue comme ça, là. Et je pourrais m'attarder, je vous ai promis que j'irai vraiment vite. Ça, c'est la partie où il y a le traitement des pulsations PPS, mais c'est traitement non critique. Ça n'a rien à voir avec le compte du TIM2. C'est tout ce qui est fait à toutes les secondes, comme l'affichage de l'heure et ainsi de suite. C'est ce qui est fait ici. Et j'utilise la fonction milli pour savoir depuis combien de temps que ça tourne. Donc, plutôt que d'utiliser un délai qui gèlerait tout, ben, je fais des lectures de la fonction milli. Et je compare avec une valeur. Et lorsque milli, par exemple, si on veut une seconde, bien, je vérifie que ça a dépassé 1010 millisecondes, par exemple. Alors, à ce moment-là, ça veut dire que ça fait au moins une seconde. Donc, j'utilise toujours la fonction milli, ce qui est plus pratique, puisque ça ne bloque pas l'exécution. Alors, je continue comme ça, là, la gestion des alarmes. Et tout ça se fait de façon non critique. Et bon, gestion des caractères reçus par le GPS aussi. L'heure, la date, tout ça, c'est lu ici. Quand je vous dis qu'il y a beaucoup de code qui est fait, pas pour le FLL en soi, mais plus pour l'affichage, ben vous en avez une bonne liste ici, là. Regardez, gestion d'une commande reçue sur le port série. Bon, le décodage de chacun des paramètres reçus. Ensuite, je vérifie c'est quelle commande qui est reçue. Donc, je compare, vérifier. Lorsque je trouve ma commande, je valide les paramètres qui ont été fournis avec la commande. Donc, tout ça, là, ça prend beaucoup de lignes de code. Et ici, vous avez l'exemple, si vous tapez la commande param pour afficher les paramètres, ben, je dois tout afficher à l'écran, la liste des paramètres. Donc, vous voyez, ce sont les variables qui sont affichées finalement. On continue, hein? On voit toujours traitement ici. Ici, c'est la help. Donc, help, aide ou point d'interrogation. Voici ce que je retourne. C'est l'aide, avec l'aide des alarmes aussi. Et ça continue comme ça, l'aide du mode succinct. Alors, beaucoup de ce qui est lourd, ben, c'est le traitement de l'interface. Et voilà, finalement, on atteint la fin du code. Donc, ça fait un tour, là, mais écoutez, ça fait déjà trop longtemps que je décris. Pour comprendre plus, je vous suggère de vous asseoir et de regarder le code source. J'ai au moins utilisé des noms de variables en français pour faciliter les choses. Et bien sûr, tous les commentaires sont en français aussi. Donc, tout est commenté, chaque ligne est commentée. J'ai mis des commentaires quasiment partout. Donc, vous devriez être capable de vous retrouver. Regardez, c'est plein de commentaires ici à droite, là. Donc, voilà, ça fait le tour. Bon, une vidéo de 40 minutes pour terminer cette série. Je ne voulais pas en faire une 7e et il fallait terminer la série et passer à autre chose. Je vous ai mentionné que j'ai créé un manuel de l'usager. Le manuel regroupe toutes sortes d'informations pertinentes au projet, certaines déjà vues dans les vidéos, d'autres complémentaires. Si vous montez ce projet,
vous devriez récupérer le manuel de l'usager. Il est maintenant disponible dans le fichier zip sur le site web d'Électrobidouilleur, soit bidouilleur.ca, bidouilleur au singulier.ca. Vous trouverez un lien vers le site dans la description ci-dessous, bien sûr. Vous y trouverez aussi un lien vers la section pertinente du forum Électrobidouilleur. Si ce projet vous intéresse, je vous suggère fortement de suivre les fils de discussion du projet sur le forum. Toute évolution sera d'ailleurs discutée sur le forum. En plus, certains participants proposent des achats groupés de pièces et de la plaquette PCB, ce qui pourrait vous faire économiser des sous. Allez-y, jetez un coup d'œil. Bien voilà, c'est ce qui met fin au projet de référence 10 MHz piloté par GPS. Si vous avez suivi toutes les vidéos de la série et jusqu'à la fin, sachez que vous faites partie d'une minorité. Vous avez toute mon admiration pour votre persévérance. Bravo! Je vous dis merci et je vous dis à la prochaine.